Dans les archives poussiéreuses du comté de Creek, en Oklahoma, se trouve un registre judiciaire daté de 1858 qui mentionne brièvement une femme dont le nom a été partiellement effacé. À côté de ce nom illisible, une annotation écrite d'une main tremblante, 3 hommes, tous mutilés, tous survivants, tous silencieux. Ce document, classé et oublié pendant plus d'un siècle, raconte l'histoire la plus troublante et la plus violemment défensive jamais enregistrée dans les territoires esclavagistes de l'Ouest américain. Avant de continuer, si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Nous aimerions savoir jusqu'où voyagent ces récits oubliés de l'histoire. En 1842, le territoire indien qui deviendrait plus tard l'Oklahoma représentait une zone frontalière brutale où les lois fédérales américaines se heurtaient constamment aux juridictions tribales et aux intérêts des colons blancs qui s'installaient illégalement sur ces terres. Bien que théoriquement réservé aux nations amérindiennes déplacées de force depuis le sud-est américain, ce territoire attirait également des spéculateurs, des trafiquants et des propriétaires terriens fuyant les États esclavagistes du Sud où les dettes et les scandales les poursuivaient. C'est dans ce contexte chaotique, où l'autorité était fragmentée et où les crimes pouvaient facilement disparaître dans le silence de la prairie, que s'établit un homme nommé Cornelius Hartwick. Ancien planteur de coton de Géorgie, ruiné par une série de mauvaises récoltes et des dettes de jeu considérables, Hartwick avait fui vers l'ouest avec sa famille, quelques domestiques blancs pauvres et 7 personnes qu'il considérait comme sa propriété malgré l'ambiguïté légale de l'esclavage dans le territoire indien. La propriété Hartwick s'étendait sur près de 600 hectares de terre vallonnée, traversée par un affluent boueux de l'Arkansas River. La maison principale, une structure de bois grossièrement construite, avec une façade qui tentait vainement d'imiter l'élégance des demeures sudistes, dominait une exploitation agricole modeste. Autour, des cabanes pour les esclaves, des granges, un fumoir et un bâtiment que tout le monde appelait simplement la remise, bien qu'il servît à des fins bien plus sinistres que le simple stockage d'outils. Les hivers dans cette région étaient impitoyablement froids, les étés suffocants. Le vent constant transportait la poussière rouge qui s'infiltrait partout, teignant les vêtements, la nourriture, même la peau des habitants d'une teinte rougeâtre. L'isolement était total. Le voisin le plus proche vivait à plus de 15 kilomètres, et les représentants de toute forme d'autorité légale étaient encore plus distants. Dans cet environnement où les règles civilisées s'effaçaient progressivement, où la brutalité devenait la norme et où personne ne viendrait jamais vérifier ce qui se passait derrière les murs d'une propriété isolée, une jeune femme d'environ 22 ans allait bientôt transformer cette exploitation en théâtre d'une résistance si violente qu'elle marquerait à jamais la mémoire locale. Son nom d'origine africaine avait été remplacé par celui de Sarah lors de son premier passage sur un marché d'esclaves de la Nouvelle-Orléans. Mais dans les documents fragmentaires qui subsistent, dans les rares témoignages chuchotés qui ont filtré à travers les décennies, elle est simplement désignée comme la femme du territoire ou celle qui a rendu 3 hommes incomplets. Sarah avait été achetée par Hartwick en 1841 lors d'une vente aux enchères à Fort Smith en Arkansas. Le vendeur, un marchand itinérant nommé Josiah Crane, avait spécifiquement averti Hartwick que cette femme présentait un tempérament difficile et qu'elle avait été vendue 3 fois en 5 ans par des propriétaires qui ne pouvaient la maîtriser. Selon les notes de transaction conservées, Crane avait déclaré « Elle travaille bien, elle est forte, mais elle ne tolère pas qu'on la touche autrement que pour le travail. Le dernier qui a essayé porte encore les marques. » Ces avertissements, plutôt que de dissuader Hartwick, semblaient avoir attisé quelque chose en lui. Il avait acheté Sarah pour un prix nettement inférieur à sa valeur marchande, convaincu qu'il saurait discipliner cette femme que d'autres avaient échoué à soumettre. Ce que Hartwick ne pouvait pas savoir, ce que personne dans cette région isolée ne pouvait imaginer, c'est que Sarah
portait en elle une détermination forgée par des années d'abus systématiques et qu'elle avait pris une décision absolue. Plus jamais elle ne permettrait à un homme d'utiliser son corps contre sa volonté. Et elle était prête à payer le prix ultime de cette résolution. Les 6 premiers mois de présence de Sarah sur la propriété Harwick se déroulèrent dans une tension croissante, mais maîtrisée. Elle accomplissait ses tâches au champ avec une efficacité remarquable, s'occupait du jardin potager avec compétence et travaillait parfois à la cuisine principale quand les besoins l'exigeaient. Les autres personnes asservies sur la propriété témoigneraient plus tard qu'elle parlait peu, gardait ses distances et possédait une présence qui inspirait simultanément le respect et une certaine inquiétude. Cornelius Harwick, pour sa part, observait Sarah avec un intérêt qui dépassait largement celui d'un propriétaire évaluant la productivité d'un bien. Il faisait des commentaires sur sa stature physique, sa démarche, la force de ses bras. Son épouse, Margaret Harwick, femme fragile et perpétuellement malade, qui passait l'essentiel de ses journées allongée dans la chambre principale, remarquait ses regards mais choisissait le silence, comme elle l'avait toujours fait face aux transgressions de son mari. L'incident initial se produisit par une soirée d'août 1842, alors que la chaleur étouffante rendait le sommeil impossible. Sarah avait été appelée à la maison principale pour apporter de l'eau fraîche du puits. Cornelius Harwick l'attendait seul dans le couloir sombre qui menait aux chambres. Les détails exacts de ce qui s'est passé durant ces minutes cruciales ne nous sont parvenus que de manière fragmentaire, reconstitués à partir de témoignages contradictoires et de ce que Sarah elle-même raconterait plus tard avec une froideur clinique qui glaçait ses interlocuteurs. Ce qui est certain, c'est que Harwick avait tenté de la saisir, de la pousser vers une des pièces vides. Il était plus grand qu'elle, plus lourd, habitué à ce que sa volonté soit loi absolue dans sa propriété. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Sarah portait toujours sur elle un petit couteau qu'elle utilisait pour couper les légumes et les cordages. Un outil simple, une lame de moins de 10 cm, mais suffisamment aiguisée et maniée avec une précision et une détermination absolue. Lorsque Harwick avait tenté de la forcer contre le mur, lorsque ses mains avaient commencé à déchirer ses vêtements, Sarah n'avait pas crié, ne s'était pas débattue de manière désordonnée. Au contraire, selon son propre récit ultérieur, elle était devenue parfaitement calme, comme si une partie d'elle-même s'était détachée pour observer la scène avec une clarté glaciale. Elle avait laissé Harwick croire qu'elle cédait, qu'elle acceptait l'inévitable. Puis, au moment précis où il baissait sa garde, concentré sur sa propre gratification imminente, Sarah avait frappé. Le couteau s'était enfoncé entre les jambes de Harwick, avec une force et une précision chirurgicale. Elle ne l'avait pas simplement blessé, elle l'avait mutilé de manière irréversible, sectionnant les testicules de son propriétaire en un mouvement rapide et définitif. Le hurlement de Harwick avait réveillé toute la maisonnée. Le sang s'était répandu sur le plancher de bois, formant une mare sombre qui s'élargissait rapidement. Margaret Harwick était apparue dans le couloir, une chandelle tremblante à la main, et avait découvert son mari effondré, tenant son entrejambe, d'où le sang continuait à couler abondamment, tandis que Sarah se tenait debout au-dessus de lui, le couteau encore à la main, son visage dépourvu de toute expression. Les domestiques blancs et les autres personnes asservies étaient accourus. Dans le chaos qui suivit, plusieurs versions contradictoires émergèrent immédiatement. Margaret Harwick criait que Sarah avait attaqué son mari sans provocation. Les domestiques blancs, terrifiés par la violence de la scène, répétaient cette version. Mais les autres esclaves, ceux qui connaissaient les habitudes de Harwick, ceux qui avaient déjà vu ou subi ses avances forcées, gardaient un silence éloquent. Sarah elle-même ne s'était pas enfuie, ne s'était pas débattue quand on l'avait saisie. Elle s'était simplement laissée conduire vers la remise où on l'avait enfermée, le couteau ensanglanté ayant été arraché de sa main. En traversant la cour dans la nuit d'août, elle avait dit une seule phrase, entendue par tous ceux qui étaient présents, « Il ne le refera plus ». Cornelius Harwick survécut,
mais dans un état qui le marqua physiquement et psychologiquement pour le reste de son existence. Le médecin le plus proche, un homme nommé Edmund Pritchard, qui vivait à près de 40 kilomètres et qui mit 2 jours à arriver, put seulement constater les dégâts et tenter de prévenir l'infection. Harwick ne mourut pas de ses blessures, mais une partie essentielle de sa virilité et de son identité masculine lui avait été arrachée cette nuit-là. Ce qui aurait dû être une exécution immédiate, selon les standards de l'époque, ne se produisit pas. Et c'est dans cette absence de justice rapide que réside l'un des aspects les plus troublants de cette histoire. Car si Sarah n'avait pas été pendue ou abattue sur le champ, c'était parce que Cornelius Harwick refusait catégoriquement de reconnaître publiquement ce qui lui était arrivé et pourquoi. Admettre qu'une femme esclave l'avait mutilée parce qu'il tentait de la violer aurait signifié avouer sa propre faiblesse, sa défaite face à quelqu'un qui était censé être sa propriété sans défense. Pour un homme comme Harwick, imprégné des valeurs patriarcales et raciales de son époque, une telle admission équivalait à une mort sociale. Il préféra inventer une version alternative des faits, prétendre que Sarah l'avait attaqué sans raison dans un accès de folie. Mais il ne porta jamais plainte formelle, ne demanda jamais l'intervention des autorités. Sarah resta donc enfermée dans la remise, dans un état d'incertitude terrifiant, où chaque jour pouvait être son dernier, mais où chaque jour qui passait confirmait également qu'une vérité inavouable protégeait paradoxalement sa vie. Les semaines qui suivirent l'incident transformèrent la propriété Harwick en une poudrière psychologique. Cornelius, diminué physiquement et humilié, ne quittait presque plus sa chambre. Son caractère déjà difficile devint carrément insupportable. Il criait sur son épouse pour des futilités, frappait les domestiques blancs qui s'approchaient trop près et développa une obsession malsaine pour Sarah, oscillant entre la rage meurtrière et une fascination morbide pour celle qui l'avait vaincue. Margaret Harwick, de son côté, se retrouva dans une position impossible. Elle connaissait la vérité sur les habitudes de son mari. Elle savait que Sarah n'avait fait que se défendre, mais reconnaître cela publiquement aurait détruit ce qui restait de la réputation familiale et de son propre statut social précaire. Elle choisit donc de maintenir le mensonge officiel, tout en s'assurant secrètement que Sarah reçoive de la nourriture et de l'eau dans sa prison improvisée. Dans la remise où Sarah était confinée, les conditions étaient épouvantables. Une simple structure de bois sans fenêtre, avec des fentes entre les planches laissant passer le vent glacial en hiver et la chaleur suffocante en été. Un seau pour les besoins naturels, une couverture mince, de la paille humide au sol. Sarah y resta enfermée pendant près de 4 mois, dans une isolation presque totale, ne voyant la lumière du jour que lorsqu'on lui apportait de quoi survivre. Mais cet emprisonnement, plutôt que de briser Sarah, sembla au contraire renforcer quelque chose en elle. Les rares personnes qui osaient l'approcher rapportaient qu'elle ne suppliait jamais, ne pleurait jamais, ne montrait aucun signe de regret ou de soumission. Elle acceptait la nourriture qu'on lui donnait, buvait l'eau et passait ses journées dans un silence méditatif qui troublait profondément ceux qui la gardaient. Un des domestiques blancs, un homme nommé Thomas Guthrie, qui avait été engagé comme contremaître, commença à développer une curiosité morbide pour cette prisonnière silencieuse. Il passait plus de temps que nécessaire près de la remise, écoutait les bruits qui en provenaient, observait par les fentes entre les planches. Cette fascination allait bientôt prendre un tour tragique. En décembre 1842, alors que l'hiver s'installait avec une brutalité particulière, transformant la prairie en étendue gelée balayée par des vents coupants, Thomas Guthrie fit une erreur fatale. Une nuit où il avait bu plus que de raison, embolden par l'alcool et convaincu que Sarah était suffisamment affaiblie par les mois d'emprisonnement, il décida d'ouvrir la porte de la remise. Ses intentions étaient claires et criminelles. Il pensait qu'une femme qui avait passé 4 mois isolée, affamée, privée de contact humain, serait facilement maîtrisable, qu'elle n'aurait plus la force de résister. Il se trompait dramatiquement. Ce qui se passa exactement dans l'obscurité de cette remise ne fut jamais complètement élucidé.
Les cris de Guthrie réveillèrent à nouveau toute la propriété, un écho macabre de la scène d'août. Quand les autres domestiques arrivèrent avec des lanternes, ils découvrirent Guthrie gisant sur le sol de terre battue, son pantalon autour de ses chevilles, le sang formant une mare similaire à celle qui avait entouré Harwick 4 mois plus tôt. Sarah avait attendu. Pendant tous ces mois d'isolement, elle n'avait pas cédé au désespoir. Au contraire, elle s'était préparée, avait aiguisé un morceau de métal arraché à un clou rouillé contre les pierres du sol, avait transformé son emprisonnement en période de préparation mentale pour ce qu'elle savait être inévitable. Un autre homme viendrait, et elle devrait se défendre à nouveau. La blessure infligée à Guthrie était identique à celle de Harwick. Précise, définitive, exécutée avec une détermination qui ne laissait aucune place au doute sur les intentions de Sarah. Ce n'était pas un acte de rage incontrôlé, mais une défense calculée et méthodique de son intégrité corporelle. Guthrie survécut également, mais comme Harwick, il était désormais incomplet, marqué à jamais par une mutilation qui annonçait à tous ce qu'il avait tenté de faire. Et comme Harwick, il refusa de porter plainte officiellement, incapable d'admettre publiquement qu'il avait été vaincu par une femme esclave qu'il tentait d'agresser sexuellement. Ce second incident créa une situation absolument unique. Sarah était désormais connue sur toute la propriété et même au-delà comme la femme qu'on ne touche pas. Sa réputation commençait à se répandre parmi les autres exploitations, transportées par les marchands itinérants, les voyageurs, les esclaves, qui communiquaient entre propriétés voisines par des réseaux invisibles, mais efficaces. Cornelius Harwick se retrouvait face à un dilemme insupportable. Il ne pouvait pas garder Sarah sans risquer qu'elle mutile un autre homme, mais il ne pouvait pas la vendre ou la transférer sans que l'acheteur potentiel exige des explications sur les cicatrices visibles et les histoires qui circulaient déjà. Il ne pouvait pas non plus la tuer ou la faire exécuter sans attirer l'attention des autorités et sans devoir admettre pourquoi elle avait agi ainsi. Sarah retourna dans la remise, mais cette fois dans une cellule renforcée où la porte était cadenassée avec 3 verrous différents. La nourriture lui était passée par une fente, l'eau laissée dans un seau qu'on faisait glisser sans jamais s'approcher d'elle. Elle était devenue simultanément prisonnière et force de nature redoutée, une présence menaçante que personne n'osait plus affronter directement. Les mois passèrent. L'hiver céda la place à un printemps humide, puis à un été étouffant. Sarah restait enfermée, survivant dans des conditions qui auraient brisé n'importe qui d'autre. Mais elle ne brisait pas. Les rapports des domestiques qui l'approchaient mentionnaient qu'elle chantait parfois des mélodies africaines que personne ne reconnaissait, des sons qui semblaient résonner étrangement dans la structure de bois et qui troublaient profondément ceux qui les entendaient. Puis, en septembre 1843, un nouvel homme arriva sur la propriété Harwick. Son nom était Jacob Brennan, un Irlandais récemment immigré qui avait été engagé comme forgeron et homme à tout faire. Brennan n'avait pas été informé en détail de l'histoire de Sarah, seulement qu'il y avait une esclave dangereuse enfermée dans la remise et qu'il ne devait jamais, sous aucun prétexte, ouvrir cette porte. Brennan, homme robuste d'environ 35 ans, au caractère rude forgé par une vie difficile en Irlande, puis dans les ports violents de la côte est américaine, considéra ces avertissements avec un mélange de scepticisme et de curiosité. Comment une femme esclave enfermée depuis plus d'1 an pouvait-elle représenter une menace réelle pour un homme de sa stature et de son expérience? Ce qui poussa finalement Brennan à ouvrir la porte de la remise reste sujet à spéculation. Certains témoignages suggèrent qu'il était simplement curieux, d'autres qu'il avait été mis au défi par d'autres domestiques, d'autres encore qu'il avait des intentions similaires à celles de ses prédécesseurs. Ce qui est certain, c'est que par une après-midi d'octobre, alors que la lumière déclinait et que Harwick était absent de la propriété pour un voyage à Fort Smith, Brennan déverrouilla les 3 cadenas et ouvrit la porte de la remise. Si cette histoire vous glace le sang et vous fascine simultanément, prenez un moment pour liker cette vidéo et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez qu'il s'est passé ensuite. Votre engagement
nous aide à continuer de raconter ces histoires oubliées de l'histoire américaine. La scène que découvrit Brennan en ouvrant cette porte était difficile à décrire pour ceux qui en entendirent parler plus tard. Sarah était assise dans un coin de la structure, ses vêtements en lambeaux, son corps amaigri, mais ses yeux toujours aussi perçants et vivants. Autour d'elle, elle avait organisé son espace avec une précision méthodique. Des pierres arrangées en motifs géométriques, des morceaux de bois sculptés avec une patience infinie, des marques sur les murs comptant les jours, les semaines, les mois de son emprisonnement. Mais ce qui frappa le plus Brennan, selon son propre témoignage ultérieur, ce fut son regard. Un regard qui ne suppliait pas, ne montrait ni peur ni soumission, mais une intelligence froide et une détermination inébranlable. Un regard qui semblait évaluer, calculer, attendre. Brennan, peut-être impressionné par cette présence inattendue, peut-être déstabilisé par ce qu'il voyait, ne franchit pas immédiatement le seuil. Il resta sur le pas de la porte, la lumière du jour pénétrant dans l'obscurité relative de la remise, créant un contraste saisissant entre le monde extérieur et cette prison improvisée. Puis Sarah parla. Pour la première fois depuis des mois, elle prononça des mots que Brennan rapporterait plus tard avec une précision troublante. « Vous savez ce que je suis. Vous savez ce que j'ai fait. Vous savez ce que je ferai encore si vous entrez. » Ce n'était pas une menace vide. C'était un avertissement clinique, délivré avec la même froideur qu'un médecin annonçant un diagnostic fatal. Brennan, homme habitué à la violence et à l'intimidation, se retrouva face à quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Une volonté absolue, inébranlable, prête à tout pour protéger ce qui ne pouvait plus être pris. La suite des événements reste confuse selon les différents témoignages. Certains disent que Brennan tenta quand même d'entrer, poussé par l'arrogance masculine et la conviction que sa force physique supérieure suffirait. D'autres prétendent qu'il hésita longuement, fasciné et terrifié simultanément, avant de finalement franchir le seuil fatal. Ce qui est indiscutable, c'est le résultat. Moins de 5 minutes après avoir ouvert cette porte, les cris de Brennan résonnaient à travers la propriété pour la 3e fois, un écho macabre des 2 incidents précédents. Quand les autres domestiques arrivèrent en courant, ils trouvèrent Brennan recroquevillé juste à l'extérieur de la remise, tenant son entrejambe mutilée d'où le sang coulait abondamment sur la terre poussiéreuse. Sarah était retournée s'asseoir dans son coin, une éclisse de bois aiguisée encore tachée de sang à côté d'elle. Elle n'avait pas tenté de s'enfuir, n'avait pas profité de la porte ouverte pour chercher la liberté. Elle était simplement retournée à sa place, comme si elle savait exactement ce qui allait suivre et l'acceptait avec une résignation calme. Brennan survécut également à ses blessures, devenant le 3e homme mutilé par Sarah en un peu plus d'1 an. Cette fois, cependant, l'incident ne put pas être complètement étouffé. Brennan, Irlandais sans famille dans la région et sans les inhibitions sociales qui avaient retenu Harwick et Guthrie, parla. Il raconta à quiconque voulait l'entendre ce qui s'était passé, décrivant Sarah comme une démone incarnée, une créature plus dangereuse qu'un loup enragé. Ces récits, amplifiés et déformés à chaque répétition, commencèrent à se répandre dans le territoire. Dans les tavernes de Fort Smith, dans les postes de traite isolés, parmi les colons dispersés sur des centaines de kilomètres, l'histoire de l'esclave castratrice du territoire indien devint une légende noire, racontée à voix basse avec un mélange de fascination horrifiée et de peur superstitieuse. Pour Cornelius Harwick, cette publicité non désirée représentait un cauchemar absolu. Non seulement il était désormais connu comme l'une des victimes de Sarah, mais son incapacité à contrôler sa propre propriété devenait sujet de moqueries à peine voilées. Sa masculinité, déjà compromise physiquement, était maintenant publiquement ridiculisée. Il prit alors une décision qui allait transformer cette histoire locale en incident aux implications beaucoup plus larges. Plutôt que de continuer à garder Sarah enfermée, plutôt que de tenter de la vendre ou de s'en débarrasser discrètement, Harwick décida de faire appel aux autorités légales. Il voulait un procès,
Une condamnation publique, une exécution qui restaurerait son honneur et servirait d'avertissement à tous ceux qui pourraient remettre en question l'ordre établi. En novembre 1843, Harwick se rendit à Fort Smith et déposa une plainte formelle auprès du commissaire fédéral responsable du territoire indien. Il accusait Sarah de 3 agressions avec intention de tuer, demandait qu'elle soit jugée et exécutée pour ses crimes. Ce que Harwick n'avait pas anticipé, c'est que porter cette affaire devant un tribunal signifiait aussi exposer publiquement et officiellement ce qui s'était réellement passé. Car pour que Sarah soit condamnée, il faudrait établir les circonstances de chaque incident, et ces circonstances révéleraient inévitablement la nature sexuelle des agressions que les 3 hommes avaient tentées. Le commissaire fédéral, un homme nommé Horace Whitfield, vétéran de l'administration territoriale qui avait vu défiler toutes sortes de cas sordides, comprit immédiatement les implications de cette affaire. Il accepta d'ouvrir une enquête, mais pas pour les raisons que Harwick espérait. Whitfield voyait dans ce cas une opportunité d'établir un précédent légal important concernant les droits des personnes asservies à se défendre contre les agressions sexuelles, un sujet qui était rarement abordé ouvertement dans les tribunaux de l'époque. Au début de décembre, Sarah fut transférée de la propriété Harwick vers une cellule de détention provisoire à Fort Smith. Ce transport, qui aurait dû être un simple transfert administratif, devint un événement en soi. Des dizaines de personnes s'étaient rassemblées pour voir cette femme dont on racontait des histoires de plus en plus fantastiques. Certains criaient qu'elle devait être pendue immédiatement. D'autres murmuraient des prières. D'autres encore observaient simplement avec une curiosité morbide. Sarah traversa cette foule hostile avec la même dignité calme qu'elle avait maintenue pendant toute son épreuve. Enchaînée, escortée par 4 hommes armés qui gardaient leur distance, elle marchait la tête haute, son regard fixé droit devant elle, ne montrant aucun signe de peur ou de remords. Dans sa cellule à Fort Smith, Sarah attendit son procès pendant près de 2 mois. Durant cette période, plusieurs événements remarquables se produisirent. D'abord, un groupe de femmes locales, à la fois blanches et amérindiennes, commença à lui rendre visite, lui apportant de la nourriture, des vêtements propres, des couvertures. Ces femmes ne disaient rien publiquement, mais leur soutien silencieux envoyait un message puissant. Sarah n'était pas seule, et ce qu'elle avait fait résonnait avec les expériences de nombreuses femmes qui avaient souffert en silence. Ensuite, un avocat abolitionniste de Boston, ayant entendu parler de l'affaire, entreprit le long voyage jusqu'au territoire indien pour offrir ses services. Son nom était Theodore Blackstone, un homme dans la cinquantaine qui avait consacré sa carrière à défendre les droits des personnes asservies. Blackstone voyait dans le cas de Sarah une cause célèbre potentielle qui pourrait attirer l'attention nationale sur les abus systématiques subis par les femmes esclaves. Enfin, et peut-être le plus troublant pour Harwick, les 2 autres victimes, Guthrie et Brennan, commencèrent à se distancer de l'affaire. Guthrie quitta complètement la région sans laisser d'adresse, refusant de témoigner. Brennan, après des discussions avec sa famille récemment arrivée d'Irlande, devint soudainement réticent à raconter publiquement les détails de l'incident, réalisant que son propre comportement serait scruté et jugé. Harwick se retrouvait donc dans la position paradoxale de poursuivre un procès où il serait la principale victime témoignant contre son agresseur, mais où chaque détail de son témoignage révélerait sa propre tentative de viol. Sa femme Margaret, interrogée en privé par le commissaire Whitfield, confirma avec réticence que son mari avait bien appelé Sarah dans la maison ce soir d'août et qu'elle l'avait entendue dans le couloir avant les cris. Le procès fut programmé pour février 1844, dans une salle d'audience improvisée à Fort Smith. Ce qui aurait dû être une procédure judiciaire routinière dans une région frontalière était devenu un événement qui attirait l'attention bien au-delà du territoire indien. Des journalistes de journaux abolitionnistes étaient venus de aussi loin que Philadelphie et New York. Des représentants de groupes religieux, des activistes, des curieux, tous convergèrent vers cette petite ville frontalière pour assister à ce qui promettait d'être un procès extraordinaire. Le juge désigné pour présider l'affaire était Samuel Hendricks,
Un homme dans la soixantaine connu pour son interprétation stricte de la loi, mais aussi pour son antipathie envers l'esclavage, bien qu'il n'ait jamais publiquement soutenu l'abolitionnisme. Hendricks comprenait que ce procès établirait des précédents qui résonneraient longtemps après que les parties concernées aient disparu de la mémoire locale. L'audience débuta par une salle bondée où régnait une tension palpable. Sarah fut amenée dans la salle, toujours enchaînée et placée devant le juge. Pour la première fois depuis son arrestation, elle allait parler publiquement de ce qui s'était passé. Theodore Blackstone, son avocat, ouvrit la défense avec un argument révolutionnaire pour l'époque. Sarah avait agi en légitime défense, protégeant son intégrité corporelle contre des agressions violentes qui auraient été reconnues comme criminelles si elle avait été une femme blanche libre. Il argumenta que le statut d'esclave ne retirait pas à une personne le droit fondamental de défendre son corps contre une agression sexuelle. Cette ligne de défense était audacieuse, presque suicidaire, dans le contexte légal de l'époque où les personnes asservies étaient légalement considérées comme des propriétés sans droits individuels. Mais Blackstone pariait sur le malaise croissant dans certaines parties de la société américaine concernant les abus sexuels systématiques des femmes esclaves. Cornelius Harwick, appelé comme premier témoin de l'accusation, dut raconter les événements d'août 1842. Sous le contre-interrogatoire impitoyable de Blackstone, Harwick fut forcé d'admettre qu'il avait appelé Sarah dans la maison tard le soir, qu'il était seul avec elle dans un couloir sombre, que sa femme dormait. Lorsque Blackstone demanda directement « Aviez-vous l'intention d'avoir des relations sexuelles avec Sarah ce soir-là » Harwick bredouilla, transpira, finalement répondit évasivement qu'il était le maître de sa propriété et pouvait faire ce qu'il voulait. Cette réponse, loin de le défendre, révéla exactement ce que Blackstone voulait exposer. Harwick considérait Sarah non comme une personne mais comme un objet à sa disposition, et son droit d'abuser d'elle était implicitement admis devant le tribunal. Blackstone poursuivit méthodiquement, questionnant les circonstances de chaque incident. Pourquoi Guthrie était-il entré seul dans la remise la nuit ? Pourquoi Brennan avait-il ouvert une porte qu'on lui avait expressément ordonné de ne jamais ouvrir? À chaque question, la réponse implicite devenait de plus en plus évidente. Ces hommes n'avaient pas été attaqués sans raison. Ils avaient été blessés parce qu'ils tentaient d'agresser sexuellement une femme qui avait décidé qu'elle préférait mourir plutôt que de subir un autre viol. Le moment le plus intense du procès survint lorsque Sarah elle-même fut appelée à témoigner. Beaucoup dans l'assistance s'attendaient à voir une femme brisée, repentante, suppliant pour sa vie. Ce qu'ils virent à la place les choqua profondément. Sarah monta à la barre avec dignité, regarda directement le juge Hendricks, puis balaya lentement l'assistance du regard. Quand Blackstone lui demanda de raconter ce qui s'était passé, elle le fit avec une clarté et une précision qui ne laissait aucune place à l'ambiguïté. « Monsieur Harwick m'a appelé dans la maison », commença-t-elle, sa voix calme mais parfaitement audible dans la salle silencieuse. « Il m'a saisi, il a déchiré mes vêtements. Il voulait utiliser mon corps pour son plaisir, que je le veuille ou non. J'avais déjà subi cela avant, dans d'autres endroits, avec d'autres maîtres. J'avais promis que je ne le subirais plus jamais. » Elle fit une pause, puis continua. « J'ai fait ce que j'avais à faire pour me protéger. Monsieur Guthrie est venu dans ma prison avec les mêmes intentions. Monsieur Brennan aussi. Je leur ai donné à tous un avertissement. Ils ont choisi d'ignorer cet avertissement. Les conséquences étaient prévisibles. » Blackstone posa alors la question cruciale. « Regrettez-vous ce que vous avez fait ?» Sarah le regarda directement, puis regarda Harwick, puis le juge, avant de répondre. « Je regrette d'avoir été mise dans une position où c'était nécessaire. Mais si ces mêmes circonstances se représentaient, je ferais exactement la même chose. Mon corps m'appartient, même si la loi dit que je ne m'appartiens pas. » Un murmure parcourut la salle. Cette déclaration audacieuse, cette affirmation d'autonomie corporelle de la part d'une femme esclave devant un tribunal était sans précédent.
Le procureur, un homme nommé Jeremiah Walsh, bondit de son siège, protestant que l'accusé ne montrait aucun remords et que cela prouvait sa dangerosité. Mais le juge Hendricks leva la main pour le silence. Il semblait profondément troublé, réfléchissant à des questions qui dépassaient largement le simple cadre légal de l'affaire devant lui. Il ajourna le procès jusqu'au lendemain, annonçant qu'il avait besoin de temps pour considérer les arguments présentés. Cette nuit-là, Fort Smith bruissait de conversations animées. Dans les tavernes, les hôtels, les maisons privées, les gens débattaient passionnément du cas. Certains voyaient Sarah comme une criminelle dangereuse qui devait être pendue pour avoir mutilé 3 hommes blancs. D'autres commençaient à la voir différemment, comme une femme qui avait été poussée dans ses derniers retranchements et qui avait choisi de se battre plutôt que de continuer à subir. Parmi les femmes présentes au procès, blanches et non blanches, libres et asservies, le verdict semblait déjà rendu. Sarah avait fait ce que beaucoup auraient voulu faire, mais n'avait jamais osé. Elle était devenue, de manière inattendue, un symbole de résistance face à un système qui considérait les corps des femmes, et particulièrement des femmes noires, comme disponibles pour l'usage et l'abus des hommes blancs. Le lendemain matin, quand le procès reprit, l'atmosphère avait changé. Plus de femmes s'étaient rassemblées à l'extérieur de la salle d'audience, certaines tenant des pancartes improvisées avec des messages de soutien. À l'intérieur, le juge Hendricks semblait avoir vieilli de plusieurs années en une nuit. Il commença par une longue réflexion sur la nature de la justice, sur les contradictions inhérentes à un système légal qui considérait certains êtres humains comme des propriétés tout en prétendant administrer une justice égale. Il cita des précédents légaux, des philosophes, même des passages bibliques. Puis il arriva à son verdict. Un verdict qui allait devenir l'un des plus controversés et discutés de l'histoire judiciaire du territoire indien. Le juge Samuel Hendricks se leva, la salle retenant collectivement son souffle. Son visage était grave, creusé par l'insomnie et la réflexion éthique intense qui avait occupé ses dernières heures. Cette cour, commença-t-il, sa voix portant dans le silence absolu, se trouve face à un dilemme qui expose les contradictions fondamentales de notre système légal. Sarah est accusée d'avoir agressé 3 hommes, les mutilant de manière grave et irréversible. Ces faits ne sont pas contestés. Elle l'admet elle-même sans remords apparents. Harwick, assis dans l'assistance, se redressa, anticipant une victoire. Cependant, continua Hendricks, les circonstances entourant chacun de ces incidents ne peuvent être ignorées. Il est établi sans doute raisonnable que dans chaque cas, l'homme en question avait l'intention d'agresser sexuellement l'accusé. Monsieur Harwick l'a pratiquement admis sous serment. Les circonstances concernant Monsieur Guthrie et Monsieur Brennan, bien que moins documentées en raison de leur absence de ce tribunal, suggèrent fortement des intentions similaires. Le juge marqua une pause, puis poursuivit. La loi actuelle du territoire ne reconnaît pas aux personnes asservies le droit de se défendre contre les agressions de leurs propriétaires. Cette loi est, à mon avis personnel, moralement répugnante, bien que toujours en vigueur. Mais même cette loi ne stipule nulle part qu'une personne, quelle que soit sa condition, doit accepter passivement une agression sexuelle sans aucune forme de résistance. Un murmure traversa la salle. Où voulait-il en venir? Si Sarah avait été une femme blanche libre, continua Hendricks, et si elle avait résisté par la force à une tentative de viol, infligeant des blessures graves à son agresseur dans le processus, aucun tribunal de ce pays ne la condamnerait. Au contraire, son agresseur serait celui qui ferait face à la justice. Harwick commença à se lever, rouge de colère, mais son avocat le retint. « Je ne peux pas changer les lois concernant l'esclavage, » admit Hendricks, « mais je peux interpréter les lois concernant la légitime défense. Et selon ces lois, une personne menacée d'un mal grave et imminent a le droit d'utiliser une force raisonnable pour se protéger. » Il regarda directement Sarah, puis Harwick, puis l'ensemble de l'assistance. Je conclus que les actions de Sarah, bien qu'extrêmement violentes, constituaient une défense proportionnée face à la menace imminente d'agression sexuelle. Elle a averti clairement ses intentions de résister.
Ces hommes ont choisi d'ignorer ces avertissements. Les blessures résultantes, bien que graves, ne dépassent pas ce qui pourrait être considéré comme une force défensive raisonnable dans des circonstances aussi extrêmes. Le brouhaha dans la salle devint assourdissant. Hendrix frappa de son marteau pour rétablir l'ordre. Par conséquent, conclut-il, sa voix ferme malgré le tumulte, je trouve Sarah non coupable des charges retenues contre elle. Elle doit être immédiatement libérée de détention. Le chaos qui suivit ce verdict est difficile à décrire. Harwick hurla des obscénités, menaçant de faire appel jusqu'à la Cour suprême si nécessaire. Des hommes dans l'assistance criaient que c'était une outrage, que l'ordre social était menacé. Mais simultanément, un autre groupe, principalement des femmes, mais aussi quelques hommes, applaudissaient, certains pleurant ouvertement. Theodore Blackstone, l'avocat de Sarah, était stupéfait. Il n'avait pas vraiment cru à la possibilité d'un acquittement complet. Il avait espéré au mieux une réduction de charges, peut-être une sentence adoucie, mais un acquittement total basé sur la légitime défense était révolutionnaire. Sarah elle-même resta parfaitement immobile pendant plusieurs secondes, comme si elle ne pouvait pas tout à fait croire ce qu'elle venait d'entendre. Puis, lentement, elle se leva, ses chaînes cliquetant. Le marshal fédéral présent dans la salle hésita, regardant le juge, qui fit un geste pour qu'on lui retire ses fers. Quand les chaînes tombèrent, Sarah resta debout, frottant ses poignets marqués, regardant autour d'elle comme si elle voyait le monde pour la première fois. Blackstone s'approcha d'elle, lui murmura quelque chose. Elle hocha la tête, puis se tourna vers Harwick. Leurs regards se croisèrent à travers la salle tumultueuse. Dans ce moment, tout ce qui s'était passé entre eux, toute la violence, la douleur, l'humiliation et la résistance, semblait se condenser dans cet échange silencieux. Harwick détourna les yeux le premier, mais l'acquittement de Sarah ne résolvait pas tous les problèmes. Légalement libre de détention, elle restait techniquement la propriété de Harwick, selon les lois sur l'esclavage toujours en vigueur. Le juge Hendrix avait anticipé ce paradoxe et avait préparé une solution partielle. Il ordonna que Sarah soit transférée sous la protection temporaire d'une famille Quaker locale, connue pour son activisme abolitionniste, en attendant qu'une résolution soit trouvée concernant son statut légal. Cette famille, les Pemberton, accepta immédiatement. Ils possédaient une petite ferme à l'extérieur de Fort Smith et faisaient partie du réseau clandestin qui aidait les esclaves fugitifs à atteindre les États libres du Nord. Sarah quitta le tribunal sous leur protection, traversant une foule divisée où certains criaient leur soutien tandis que d'autres hurlaient des menaces de mort. Dans les semaines qui suivirent, l'affaire prit une dimension nationale. Les journaux abolitionnistes publièrent des récits détaillés du procès, faisant de Sarah une figure symbolique de la résistance face à l'oppression sexuelle des femmes esclaves. Des gravures circulèrent, des récits romancés de son histoire furent écrits, des sermons furent prononcés dans les églises progressistes du Nord, la citant comme exemple de courage moral. Inversement, les journaux pro-esclavagistes la dépeignaient comme une criminelle dangereuse dont l'acquittement représentait une menace pour l'ordre social. Des éditoriaux virulents demandaient que le verdict soit annulé, que le juge Hendrix soit destitué, que des lois plus strictes soient adoptées pour empêcher de tels précédents. Cornelius Harwick lança effectivement un appel, mais il fut rejeté par manque de juridiction claire. Le territoire indien se trouvait dans une zone grise, légale, où les cours fédérales avaient un pouvoir limité et où les lois des États ne s'appliquaient pas directement. Le verdict de Hendrix, bien que controversé, resta en place. Harwick ne s'en remit jamais. Physiquement diminué, socialement humilié, il devint un homme amer et isolé. Sa femme Margaret le quitta finalement, retournant vivre avec sa famille en Géorgie. Sa propriété périclita, ses autres esclaves fuirent ou furent vendus pour payer ses dettes croissantes. En 1846, seulement 2 ans après le procès, Harwick mourut dans des circonstances floues, trouvé dans sa maison délabrée, apparemment de cause naturelle bien que certains murmurèrent qu'il s'était suicidé.
Thomas Guthrie et Jacob Brennan disparurent complètement des registres historiques. Guthrie sembla avoir quitté le territoire sans laisser de traces. Brennan retourna vers la côte Est avec sa famille, changeant de nom selon certains rapports, essayant d'effacer toute connexion avec l'incident qui l'avait marqué. Sarah resta avec la famille Pemberton pendant près de 6 mois. Durant cette période, plusieurs tentatives furent faites pour établir légalement sa liberté. Theodore Blackstone, travaillant avec des sociétés abolitionnistes, lança une procédure pour faire invalider sa condition d'esclave en argumentant que les circonstances de son acquittement et la publicité entourant son cas rendaient impossible son retour à l'esclavage. Ces efforts aboutirent partiellement. Bien qu'aucune émancipation formelle ne fût jamais émise, Sarah bénéficia d'une protection de facto. Harwick, son propriétaire légal, était dans l'incapacité pratique et légale de la réclamer. Aucun autre propriétaire n'était identifié dans les documents. Elle existait donc dans un état liminal, techniquement toujours esclave selon la lettre de la loi, mais fonctionnellement libre. En août 1844, Sarah quitta le territoire indien. Avec l'aide du réseau clandestin des Quakers, elle voyagea vers le nord, probablement jusqu'au Canada, où l'esclavage avait été aboli. Les détails exacts de ce voyage et de sa destination finale restent obscurs, effacés intentionnellement pour protéger ceux qui l'aidèrent et pour garantir sa sécurité. Les dernières mentions fiables de Sarah apparaissent dans des lettres échangées entre membres de sociétés abolitionnistes. Une lettre datée de septembre 1844, écrite par un pasteur presbytérien de Pittsburgh, mentionne avoir rencontré la femme du territoire et avoir été profondément impressionné par sa dignité et sa force intérieure. Une autre lettre, de 1845, fait référence à une femme correspondant à sa description vivant dans une communauté d'anciens esclaves près de Toronto. Après cela, Sarah disparaît complètement des archives historiques. Elle avait environ 25 ans lors de son procès, ce qui signifie qu'elle aurait pu vivre plusieurs décennies supplémentaires, mais aucun document fiable ne confirme ce qu'elle devint si elle fonda une famille, comment elle mourut. Son destin final reste un mystère. Ce qui n'est pas un mystère cependant, c'est l'impact de son histoire. Le procès de 1844 devint une référence citée dans de nombreux débats juridiques et éthiques sur les droits des esclaves, particulièrement des femmes esclaves face aux agressions sexuelles. Le verdict de Hendricks, bien qu'isolé et jamais vraiment répliqué dans d'autres juridictions, établit un précédent théorique. Même une personne asservie possédait un droit inaliénable à défendre son intégrité corporelle. Des décennies plus tard, après la guerre civile et l'abolition de l'esclavage, des historiens et des activistes pour les droits des femmes redécouvrirent l'histoire de Sarah. Elle devint un symbole rétroactif de résistance, une figure presque mythologique qui avait refusé d'accepter le statut de victime impuissante que la société lui imposait. Mais au-delà du symbolisme et de l'impact historique, demeure une question troublante que chaque personne qui étudie cette histoire doit affronter. Que faire face à l'injustice absolue quand tous les canaux légaux et sociaux sont fermés? Sarah avait choisi la violence ciblée et définitive, transformant son propre corps en arme de dernier recours. Cette violence était-elle justifiée? Était-elle nécessaire? Était-elle morale? Les 3 hommes qu'elle avait mutilés survécurent, mais portèrent les marques physiques et psychologiques de leurs actions jusqu'à leur mort. Ils avaient tenté d'exercer ce qu'ils considéraient comme leur droit inhérent sur le corps d'une femme qu'ils jugeaient inférieure, et ils avaient payé un prix terrible pour cette présomption. Méritaient-ils ce qui leur était arrivé? Ou Sarah avait-elle dépassé les limites de la défense légitime en choisissant spécifiquement une mutilation qui les marquait de manière irréversible? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Elles nous forcent à confronter des vérités inconfortables sur les structures de pouvoir, sur les limites de la violence défensive, sur ce qui se passe quand un système oppressif pousse les opprimés au-delà du point de rupture. Dans la propriété abandonnée de Harwick, qui tomba finalement en ruine et fut engloutie par la prairie, des voyageurs rapportèrent pendant des années avoir vu une étrange structure de bois,
la fameuse remise où Sarah avait été emprisonnée. Elle devint un lieu évité, où les gens affirmaient entendre parfois des sons étranges, bien que ces récits relèvent probablement plus de la superstition que de la réalité. La remise finit par s'effondrer complètement. Et aujourd'hui, même son emplacement exact est incertain. Les documents officiels concernant le procès existent toujours dans les archives du comté de Creek et dans les registres fédéraux à Washington. Ils peuvent être consultés par les chercheurs qui s'intéressent à cette période sombre de l'histoire américaine. Le nom complet de Sarah reste partiellement effacé dans ces documents. Une ambiguïté qui peut être intentionnelle, un dernier geste de protection de ceux qui voulaient qu'elle puisse disparaître dans l'anonymat et la sécurité. L'histoire de Sarah soulève également des questions sur les innombrables autres femmes esclaves qui subirent des agressions similaires, mais qui n'eurent jamais l'opportunité, le courage ou peut-être la chance de résister de manière aussi définitive. Pour chaque Sarah dont l'histoire fut préservée, combien d'autres souffrirent en silence, acceptèrent l'inacceptable parce qu'elles n'avaient aucune alternative, moururent sans que leur résistance soit jamais enregistrée. Les historiens estiment que les agressions sexuelles des femmes esclaves par leurs propriétaires et d'autres hommes blancs étaient systématiques et endémiques dans tout le sud américain et les territoires esclavagistes. Ces agressions étaient rarement documentées, presque jamais poursuivies, considérées par beaucoup comme un aspect normal et acceptable du système esclavagiste. Sarah représente une exception extraordinaire, un cas où la violence défensive fut suffisamment spectaculaire pour forcer une reconnaissance publique de ce qui se passait habituellement dans l'ombre. En réfléchissant à cette histoire, plus de 170 ans après les événements, nous devons nous demander quelle leçon elle offre. Elle nous rappelle que l'oppression systématique crée parfois des situations où les opprimés n'ont d'autre choix que la résistance violente. Elle illustre comment le courage individuel, même dans les circonstances les plus désespérées, peut parfois forcer un système à reconnaître ses propres contradictions éthiques. Elle démontre aussi les limites et les dangers de la violence comme outil de résistance, même quand cette violence est défensive. Plus fondamentalement, l'histoire de Sarah nous confronte à une vérité inconfortable. Il a existé des époques et des lieux dans l'histoire relativement récente de l'Amérique où certains êtres humains étaient si complètement déshumanisés que leur simple assertion d'avoir un corps qui leur appartenait constituait un acte révolutionnaire méritant la mort. Les 3 hommes mutilés par Sarah ne sont pas des héros, mais ils ne sont pas non plus des monstres uniques. Ils étaient des produits d'un système qui leur avait enseigné qu'ils avaient le droit de disposer du corps des femmes noires, comme bon leur semblait. Ils agirent selon cette croyance et furent punis de manière terrible et définitive par une femme qui avait décidé qu'elle préférait mourir ou tuer plutôt que de continuer à subir. Et Sarah elle-même, était-elle une héroïne de la résistance ou une criminelle violente? Une victime qui se défendait ou une agressive calculée? La réponse dépend largement du cadre moral et éthique qu'on applique pour juger ses actions. Ce qui est indéniable, c'est qu'elle était une femme extraordinairement courageuse qui refusa d'accepter le rôle de victime passive qu'on lui imposait et qui fut prête à payer le prix ultime de cette résistance. Son histoire survit non pas dans les monuments officiels ou les livres d'histoire populaire, mais dans les archives judiciaires poussiéreuses, dans les lettres personnelles de militants abolitionnistes, dans les récits oraux transmis à travers les générations de descendants d'esclaves, dans les recherches méticuleuses d'historiens spécialisés dans cette période sombre. Cette histoire vous a-t-elle fait réfléchir? Pensez-vous que tout ce qui a été raconté s'est réellement produit? Les archives judiciaires existent, mais jusqu'où peut-on faire confiance aux documents d'une époque où tant de vérités étaient systématiquement effacées? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires oubliées de l'histoire et partagez ce récit avec ceux qui s'intéressent aux zones d'ombre de notre passé. L'histoire de Sarah nous rappelle que derrière les grandes narratives historiques se cachent des milliers d'histoires individuelles de courage, de désespoir, de violence et de résistance.
Certaines de ces histoires méritent d'être préservées et racontées, même quand elles nous mettent profondément mal à l'aise. Car c'est dans ce malaise que nous trouvons peut-être les leçons les plus importantes sur qui nous étions, qui nous sommes, et qui nous voulons devenir en tant que société. La question finale que pose l'histoire de Sarah n'est pas seulement ce qui s'est passé dans le territoire indien en 1842, mais ce que nous choisissons de faire de cette mémoire aujourd'hui. Reconnaîtrons-nous la complexité morale de situations où la violence défensive devient la seule option disponible? Comprendrons-nous le contexte systématique qui crée de telles situations désespérées? Apprendrons-nous de ce passé pour construire un présent où de telles histoires deviennent impossibles? Ces questions restent ouvertes, tout comme le destin final de Sarah reste incertain. Et peut-être que cette incertitude est appropriée, un rappel que l'histoire n'est jamais aussi claire et définitive que nous voudrions le croire, et que les vérités les plus importantes se trouvent souvent dans les zones grises entre les faits documentés et les silences imposés. Dans un registre judiciaire vieux de plus d'un siècle et demi, à côté d'un nom partiellement effacé, une annotation écrite d'une main tremblante, 3 hommes, tous mutilés, tous survivants, tous silencieux. Ces quelques mots condensent une histoire extraordinaire de résistance face à l'oppression absolue, une histoire qui continue de résonner aujourd'hui avec une force troublante et inébranlable.